Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 17 mai et voici les titres. Les actes homophobes en France ont diminué de 40% en 2015. Un chiffre en trompe-l'œil selon l'association SOS Homophobie, car les actes d'agression avaient fortement augmenté ces dernières années avec le débat autour du mariage pour tous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre l'homophobie. Nous avons rencontré un jeune homme de 20 ans victime d'agression par le passé. Le temps, c'est de l'argent, tout le monde connaît bien ce dicton. Et pour justement ne pas en perdre, les entreprises recrutent de plus en plus grâce à des speed dating. À La Roche-sur-Yon, les étudiants en réseau et télécommunications à l'IUT se sont pliés à l'exercice. Objectif, décrocher un contrat en alternance. Et puis nous nous intéresserons à un chien reconnu pour ses compétences de meneur de troupeau, le Border Collie. Ce week-end, la ferme de la Prémisotière accueillait le concours national de chiens de berger. Plus de 60 participants étaient en compétition. Aujourd'hui, c'est donc la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Mise en place il y a maintenant 20 ans, cette journée a pour but de combattre les clichés et de faire évoluer les mentalités. Et il y a du travail. En 2015, un peu plus de 1300 témoignages d'agressions homophobes ont été recueillis en France. À La Roche-sur-Yon, nous avons rencontré un jeune homme de 20 ans qui a été victime d'homophobie. Entre insultes à l'école et incompréhension de la famille, son parcours ressemble malheureusement à beaucoup d'autres. Apolline Laurent. Il n'aurait jamais cru qu'être homosexuel serait si difficile à vivre. À seulement 20 ans, celui que nous appellerons Grégory pour préserver son anonymat a déjà été victime de nombreux actes homophobes. Que ce soit des moqueries verbales ou physiques, même parce que ça m'arrivait de me prendre des cailloux dans la tronche, de me faire tabasser, d'être en sang dans le bureau du proviseur et tout. Et même une fois, on m'a tellement frappée que j'étais dans le bus et on m'a tellement frappée que je me suis réveillée à l'hosto. J'ai pas compris ce qui s'était passé, j'étais tombée dans les pommes. La violence, la peur, l'exclusion, l'homophobie prend différentes formes. Mais ce qui a le plus atteint Grégory reste le rejet de sa famille. Car après avoir avoué à son père qu'il préférait les hommes, il a été mis à la porte. Depuis 10 mois, il ne peut compter que sur lui-même. Avec ma sœur, ça va encore. Ma mère, ça va, elle prend toujours des nouvelles de moi. Mais c'est vrai que mon père, il est homophobe avec moi, mais pas avec ses collègues. Parce que je sais qu'il a des collègues qui sont comme ça. Mais en fait, ce qui le dérange, c'est que ce soit la chair de sa chair qui soit comme ça. Parce qu'il pense que c'est de sa faute si je suis comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Pour rebondir et trouver des réponses, Grégory a trouvé refuge au centre LGBT de La Roche-sur-Yon. L'équipe de bénévoles l'a soutenu et aidé à trouver un logement, une voiture et même un emploi. Son témoignage les a beaucoup touchés. Quand on l'a reçu au centre, il était un peu perturbé, complètement dépassé par les événements. Donc on lui a dit qu'on serait là pour le soutenir jusqu'au bout et c'est ce qu'on a fait. On servira de deuxième famille en attendant que ça s'arrange et ça s'arrange actuellement avec sa famille, ça aussi c'est un positif. Aujourd'hui, Grégory va mieux. Il a appris à s'assumer, reprend doucement contact avec ses parents et devrait même signer un contrat dans une entreprise d'agroalimentaire. Ce serait juste trop beau de pouvoir prouver à toute la famille que je suis capable de faire ce que je peux et ce que je veux, malgré que je ne sois pas comme eux. Voilà. Dans les Pays de la Loire, 129 personnes ont déclaré avoir été victimes d'une agression homophobe, dont 15 en Vendée. Des chiffres en baisse qu'il faut pour autant relativiser car beaucoup préfèrent se taire. Comme Grégory, la majeure partie des agressions homophobes se font au sein de la famille, du voisinage, au travail, mais aussi en milieu scolaire. Les victimes sont d'ailleurs de plus en plus jeunes. On vous en parlait hier, une nouvelle mobilisation est prévue ce jeudi à La Roche-sur-Yon contre la loi travail. L'intersyndicale s'est réunie ce mardi pour organiser cette nouvelle journée de manifestation. Ils ont distribué des tracts au rond-point et devant les entreprises, comme vous pouvez le voir sur ces images. Objectif, mobiliser massivement pour faire flancher le gouvernement. François Hollande s'est par ailleurs exprimé sur le sujet ce mardi matin sur Europe 1. « Je ne céderai pas », a-t-il déclaré. Et puis toujours au chapitre social, la CGT Sudrail appelle à une grève nationale ce mercredi et jeudi. Des perturbations sont donc à prévoir à la SNCF. En Pays de la Loire, 3 TER sur 10 en moyenne circuleront. Pour les TGV, c'est 1 sur 2.
ERDF continue ses travaux de modernisation en Vendée. L'entreprise de distribution d'électricité effectue des travaux sur le poste de transformation électrique de Benay qui alimente 6 à 7 000 foyers. L'objectif est d'adapter la production d'énergie à la consommation en passant par le numérique, car la production a évolué au fil du temps avec les énergies renouvelables. Elle a augmenté. Aujourd'hui, il s'agit donc de mieux la répartir. Écoutez à ce propos le directeur territorial de ERDF Vendée. Les réseaux électriques du futur ne se feront pas sans mise en place de nouvelles technologies numériques pour remplacer les anciennes technologies électromécaniques, sans mise en place de capteurs. Ce poste est le dernier du périmètre Smart Grid Vendée à être numérisé, puisque Longeville, Mouzeuil, Fontenay l'ont déjà été. Et dès cet hiver, on va pouvoir adapter en temps réel sur toute la zone, la production à la consommation et ainsi permettre à plus d'injection d'énergie renouvelable sur les réseaux. Le speed dating professionnel, un moyen rapide de trouver de futurs employés. Les entreprises le pratiquent de plus en plus. À La Roche-sur-Yon, 11 élèves de l'IUT en première année de diplôme universitaire réseau et télécommunications se sont adonnés à cet exercice. L'objectif était pour eux de décrocher un contrat en alternance. Et ce mode de recrutement un peu moins formel, s'il fait gagner du temps aux entreprises, est aussi un peu plus rassurant pour les candidats. C'est ce qu'a pu constater Pierre Dalicieux. Ici, un étudiant et un gérant d'entreprise sont en train de faire connaissance. Plus que ça, l'étudiant est en train d'apprendre tout simplement comment passer un entretien. Une étape qui ne va pas forcément de soi. Alors quand celui-ci se passe au sein même de l'université, l'ambiance est plus détendue. C'est quelque chose de nouveau, donc forcément c'est dur, ça fait peur. Mais voilà, après je pense qu'en le faisant, ça ira beaucoup mieux. Dans une entreprise, tu te sens pas tu te sens pas chez toi, quoi. Voilà. Bah là, on est à l'université, ça se passe bien. Au moins, je suis à l'université, je suis rassurée. Tous en alternance, ces étudiants défilent devant les entreprises présentes lors de ce speed dating. L'objectif final, bien sûr, décrocher un contrat pour l'année prochaine. Oui, mais pas question d'aller trop vite. Il y a le format speed dating, c'est-à-dire en gros ils se rencontrent à peu près un quart d'heure. Donc ça permet surtout un échange, ça permet de se connaître. Et donc suite à ça, les étudiants peuvent obtenir ou pas un entretien pour la suite. Et puis il y a d'autres entreprises qui sont venues, mais vraiment pour leur faire passer un entretien. Donc là du coup ils passent une entrevue pendant 45 minutes et éventuellement avec un contrat à la clé. Pour les entreprises aussi, ce speed dating est une aubaine et surtout un gain de temps. Fini les envois de CV, de lettres de motivation. Aujourd'hui, tout est centralisé au même endroit. L'avantage, c'est qu'on va être focalisé sur 2 ou 3 heures et on va voir beaucoup de candidats. Alors que si on convoque les candidats un par un, ça va nous prendre plusieurs jours. Pour eux, la barrière d'être rappelé, de renvoyer le CV, la lettre de motivation, les barrières qu'on peut connaître aussi dans certaines entreprises, le temps de passer les barrières qui existent, voilà, qui peuvent impressionner. Là, c'est vrai qu'on gagne du temps, les barrières tombent plus rapidement et puis on est plus dans le vif du sujet. Ouais. Le speed dating, une méthode de recrutement pas banale, mais qui se développe aussi lors de salons de l'emploi, avec en entretien pas seulement des étudiants, mais tout type de public. Et eux aussi sont jeunes et bientôt sur le marché de l'emploi. Alors pour mieux s'y préparer, ils ont créé des mini-entreprises ou des associations. 791 jeunes issus de 25 établissements des Pays de la Loire ont durant une année scolaire fait vivre leur petite structure. Il s'agit là en fait d'une action du Conseil régional qui a pour but de développer l'envie d'entreprendre chez les jeunes. La semaine dernière, tous ces élèves ont donc présenté leur entreprise ou leurs associations devant un jury à l'hôtel de région. Simon Philippot. Ils n'ont que 17, 18 ou 19 ans et pourtant les voilà déjà propulsés à la tête d'une entreprise ou d'une association. Parmi ces initiatives, beaucoup concernent le numérique, les énergies, la vente de biens ou encore l'aide à la personne. C'est ce dernier thème qu'ont choisi les élèves en sciences et techniques médico-sociales du lycée Édouard Branly de La Roche-sur-Yon. On a créé une association à but non lucratif. Donc cette association, on a donné le nom d'Animage. C'est une association en fait où on crée des activités nous-mêmes et on propose ces activités aux personnes âgées qu'on regroupe.
C'est l'objectif de ce concours, offrir à ces étudiants une première expérience professionnelle. Une expérience qui leur permet de mettre en application ce qu'ils ont appris durant l'année. Elles ont pu mettre en œuvre des tas de compétences extraites de leur référentiel, notamment la communication. Alors, la communication entre elles pour pouvoir faire avancer le projet, s'organiser. Chaque projet est évalué par un jury composé de professionnels des mondes éducatifs, économiques et associatifs. Aujourd'hui, donc, on va évaluer à la fois donc, une prestation orale en plénière, la pertinence du projet, et puis il y aura également un autre temps fort au moment de l'évaluation, c'est-à-dire que les membres du jury vont se déplacer sur les stands et s'entretenir avec les lycéens, les étudiants et les apprentis qui ont mené à bien tous ces projets. Il s'agissait là d'un premier pas dans le monde professionnel pour ces étudiants. La plupart des projets seront repris par de nouvelles classes en septembre afin d'être améliorés pour l'édition 2017 du concours. Et cette année, le Grand Prix n'a pas été remporté par des Vendéens, mais des Sartois, grâce à leur association Dima Défi, qui soutient et accompagne les femmes en difficulté dans la reconstruction de soi. Sensibiliser les Vendéens à la citoyenneté. Le département est engagé dans cette démarche depuis maintenant plusieurs années. Ce jeudi, un pas de plus va être franchi. 1000 collégiens vendéens vont suivre un parcours éducatif et ludique. Au programme, rencontres avec les forces de l'ordre et l'armée de terre, ateliers sur la liberté d'expression avec des journalistes ou encore cérémonie de naturalisation à la préfecture. Des exemples concrets pour comprendre le sens de la République, un thème particulièrement important, c'est ce que nous explique Yves Vinet, président du conseil départemental. Il est important pour nous, élus, d'essayer par tous les moyens de mettre en avant tout ce qui fait la vie de notre République. On a pris tout à l'heure l'exemple aussi il y aura un atelier sur une commémoration, la cérémonie d'une commémoration. Comment ça se passe? Pourquoi? Pour essayer, là encore, de transmettre ce devoir de mémoire que nous avons à des jeunes, parce que la République, nous n'arrivons pas de nulle part. Et je crois que c'est important pour aller vers demain, de bien aujourd'hui se rendre compte de tout ce qui existe et de tout ce qui peut se faire. En voile, là, seulement 6 mois du Vendée Globe, un nouveau directeur vient d'être nommé à la tête de la société organisatrice. Il s'agit d'une directrice, Laura Le Goff. Elle vient remplacer David Brabis, qui a été destitué de ses fonctions. Ce mardi, la SAEM Vendée explique dans un communiqué que des divergences de points de vue entre le président, le conseil d'administration et le directeur général ont précipité cette décision. Et puis toujours en voile, la Newport New York se prépare. Les 17 skippers inscrits sont arrivés ce mardi au départ de la course. Ils prendront le large samedi. La Newport New York, c'est le prologue à la New York Vendée, qui est elle le véritable dernier grand test avant le Vendée Globe. Sur les 17 participants à la course, 13 sont inscrits d'ailleurs au Vendée Globe. Il y a notamment Morgane Lagravière, Jérémy Bayou, Armel Lecléache ou encore Paul Meila, pour ne citer évidemment que. On quitte maintenant la mer pour la terre ferme, direction Sainte-Radégonde-des-Noyers. Ce week-end, la ferme de la Prémisotière a accueilli un concours national de chiens de berger. Plus de 60 border collies étaient en compétition. Ils étaient jugés sur leur capacité à conduire un troupeau de brebis, une épreuve qui peut parfois s'avérer compliquée. Le reportage de Samuel Grasset. Stop! Pour diriger un chien et un troupeau de brebis, mieux vaut avoir de la voix. Pas bouger! Malheureusement, ce participant n'ira pas au bout de son parcours. Son chien vient de mordre une des brebis, une faute éliminatoire. C'est maintenant au tour de Vivien de s'élancer. Avec sa chienne Enia, il forme une équipe dont il est le conducteur. Uniquement avec sa voix, il doit diriger son border collie et amener le troupeau à suivre un parcours défini. La première chose, c'est la recherche. Le chien doit être capable de partir chercher les brebis et de les ramener sur une ligne droite, la plus droite possible. Dès qu'il va dévier de cette ligne, on va sortir des points. Au fur et à mesure, on sort des points. Souvent, on dit c'est la faute du chien, mais souvent, c'est la faute du conducteur. En fait, le chien, lui, il est comme il est. C'est plus, je dirais, la faute du conducteur qui est en retard sur les commandements, sur les ordres. Chaque concurrent a une dizaine de minutes pour amener le troupeau jusqu'à la case finale.
À l'issue de son parcours, Vivien aura perdu beaucoup de points. Le Girondin s'est lancé dans cette discipline il y a près de 4 ans. Et pour avoir un chien obéissant, attentif aux consignes, l'entraînement doit être quasi quotidien. Il y en a beaucoup qui disent que si le chien est aux ordres, il n'a pas besoin de voir les moutons tous les jours. Il faut quand même être derrière tous les jours. Là, sur mon parcours, elle couchée, elle ne se couche pas, alors qu'un couché, c'est couché. C'est dommage, quoi. Des compétitions de chiens de berger, il en existe en France depuis maintenant une 30aine d'années. Elle est liée au développement du Border Collie, une race de chien reconnue pour ses qualités de travail. À l'époque, on était environ une 30aine d'éleveurs, surtout des éleveurs d'agriculteurs. Maintenant, c'est devenu, on peut dire, un hobby, plutôt un loisir, où les compétiteurs sont malheureusement ou heureusement, donc plus des éleveurs exploitants agricoles. Ce sont des gens qui ont découvert le chien, le Border Collie, et qui s'en font un hobby. Aujourd'hui, il existe une 30aine de compétitions nationales de ce type en France. La Loire-Atlantique accueillera en août prochain la Coupe de France. Suite maintenant de notre série. Toute cette semaine, à l'occasion de la Nuit des musées qui a lieu, je vous le rappelle, ce samedi, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir différents lieux culturels de Vendée. Aujourd'hui, direction Bazoges-en-Parais et son donjon, un donjon qui faisait partie autrefois d'un château fort et qui surplombe un jardin médiéval. Alix Lanos nous plonge quelques siècles en arrière au temps des chevaliers. Restauré sur 5 étages, il est le joyau de la petite commune de Bazoges-en-Parais. Fortifié vers 1380 pendant la guerre de 100 ans, ce donjon faisait partie d'un château fort et servait de résidence au seigneur Girard de Bazoges. Toutes les pièces ont pratiquement retrouvé ce à quoi elles correspondaient à l'origine en fait. On a une salle des armes, on a une salle de justice, on a aussi les appartements du seigneur avec un lit, des coffres, une table, etc. Donc ça permet vraiment de se plonger vraiment dans la vie dans un château fort, même s'il ne reste plus que le donjon. À 30 mètres de haut, le chemin de ronde continue lui aussi de nous livrer les secrets de la vie au Moyen-Âge. On a donc des trous de machicoulis qui permettent de se défendre, de jeter des pierres, de l'eau bouillante, du sable chaud. Surtout pas d'huile bouillante parce que l'huile, ça coûte cher, donc on ne gaspille pas. D'ici, impossible de manquer l'aménagement du jardin médiéval. Un jardin en carré où l'on retrouve les traditionnelles plantes potagères, aromatiques et médicinales, mais pas seulement. Pour rajouter un peu un esprit pédagogique et un esprit ludique, et aussi pour coller un peu aux légendes qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge, on a rajouté un carré de sorcellerie. Avec toutes ces légendes sur par exemple la fougère que l'on cueille à la pleine lune, qui pourrait nous permettre de devenir invisible ou de voir les fées. Enfin, dans le 3e lit, les jeunes enfants se blottissaient contre la grand-mère. La visite du site se terminera par le musée d'art et de tradition populaire où cette fermette du 19e siècle reconstituée. Plus d'1 millier d'objets nous font découvrir la vie quotidienne entre 1850 et 1950. Le principe, c'est que l'enfant se balade. Du dortoir des chevaliers au fournil du boulanger, en quelques heures seulement, le site de Bazoges-en-Parais vous fera traverser les siècles et revivre l'histoire. Un mot de météo avec ce mercredi un ciel chargé, des averses le matin et quelques coups de tonnerre sont même possibles l'après-midi. Vous retrouverez bien sûr dans un instant Armelle Pavageau pour votre bulletin météo complet. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci à tous de nous avoir suivis.